Donc là, on se donne jusqu'à 11h30 pour parler des plateformes coopératives. Donc ce qu'on va vous demander rapidement, c'est, pendant ces sessions d'1h30, c'est de voir un peu comment vous fonctionnez, vous, sur vos projets, et la notion de commun, comment il vit dans vos plateformes. Donc, pour planter un petit peu le décor, ce que je vous propose, c'est qu'en quelques minutes, déjà, vous puissiez présenter votre activité et répondre à la question suivante, mais c'est quoi la ressource que vous mutualisez dans votre activité? C'est quoi ce qu'on peut appeler le commun? Et c'est qui la communauté que vous avez fédérée autour de ce commun dans votre activité? Donc on va passer un peu plus loin. Donc Bastien pour covoiturage libre. Si tu peux nous présenter en quelques phrases ton activité et donc répondre aux des questions que je viens de poser. Ça marche. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi je suis président d'une association qui s'appelle Covoiturage Libre, qui est née en 2011 sur la question du covoiturage. Alors pour vous dire juste en quelques mots, aujourd'hui, l'association, son but c'est de permettre à des gens qui ont un besoin de déplacement et d'autres personnes qui ont une capacité de déplacement en voiture d'être mis en relation. Bon, c'est la définition de base du covoiturage, je pense que j'apprends rien à personne. On fait à peu près 100 000 trajets par an, on a 200 000 conducteurs actifs, un cœur de communauté d'une vingtaine de milliers de personnes qui sont notamment assez actifs sur Facebook. Je dirais en gros 200 bénévoles plus ou moins actifs dans le temps et 20 personnes qui sont contributeurs assez régulières. On est né en 2011 en fait d'une forme de révolte sur ce qu'on voit se transformer dans les processus de solidarité les plus essentiels. Et je vais en dire juste deux mots maintenant, parce que au-delà des chiffres et de ce qu'on fait au quotidien, c'est, je crois, vraiment ce qui nous anime en tant que communauté. C'est l'idée de se dire que, à la fois, le numérique a permis de développer des actes de solidarité qui jusque-là étaient assez personnels, et je pense vraiment à la solidarité la plus essentielle, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelait avant la générosité. C'est-à-dire j'ai un canapé chez moi, j'ai envie de le partager. Bon, jusqu'à maintenant, je le disais à mes copains, ils m'avaient passé un coup de fil, ils venaient chez moi et je leur prêtais mon canapé. Et c'est pareil sur ma bagnole, j'ai une bagnole, je vais à mon travail, je vais voir un copain en vacances. Je me dis, ok, bon, je peux partager, j'ai 3 places de libre. Qu'est-ce que je fais? Je fais attention et je regarde les gens qui sont sur le bord de la route. Et rien qu'en le disant, en fait, on se rend compte que ça c'est juste complètement dépassé. C'est-à-dire aujourd'hui, des autostoppeurs sur le bord de la route, il n'y en a juste plus du tout. En fait. Et ce qui se passe, c'est que ces actes de solidarité qui étaient vraiment autour de la personne, autour de moi et de mon envie de partager, aujourd'hui sont médiés par des plateformes. Alors ça les rend éminemment plus puissants, c'est-à-dire que maintenant, grâce à la Couchsurfing, c'est plus juste mes quelques copains que je peux prendre sur mon canapé, c'est des millions de personnes. Et de la même façon, dans ma bagnole, je peux faire rentrer des millions de personnes grâce à un truc qui s'appelle Blablacar, et c'est juste génial. Mais par contre, ce qui est en face de ça, et je pense que le revers de la médaille est vraiment très important, très lourd et doit être dit, c'est qu'en face de ça, c'est des sociétés privées qui sont en train de marchandiser l'acte de solidarité essentiel, mon envie de générosité, qui sont en train de le privatiser en le commercialisant, qui sont en train de le privatiser en mettant la main sur la gouvernance des structures, des plateformes, on va s'en parler après, qui permettent de médier ces actes, et qui enfin le privatisent en extractant la valeur qui est produite par les gens, qui ont envie d'être généreux, par les gens qui ont envie de partager leur bagnole. Et ça, à un moment, je pense que c'est juste pas possible, et qu'on a la capacité de créer des grandes plateformes, qui soient des plateformes coopératives, associatives, on verra tous les modèles, là n'est pas l'important, mais qui laissent sous la forme de biens communs cette solidarité essentielle entre les gens. Et c'est ce qu'on a voulu construire à Covoiturage Libre, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On a plein de difficultés, on va s'en parler, mais c'est ça qui nous anime au quotidien. Ok, merci Bastien. Myriam pour Open Food, si tu peux nous présenter pendant que Simon vous passe en fait les références, mais je pense que vous le voyez vu la taille de l'écran. Myriam. Bonjour à tous. Alors,
qu'est-ce qui nous anime? Alors, Open Food France fait partie d'un réseau international déjà qui s'appelle Open Food Network. La problématique qu'on cherche à résoudre, c'est aujourd'hui une centralisation très forte du système alimentaire. En France, un chiffre, 92% de notre alimentation passe par 4 centrales d'achat, qui sont des fusions de centrales d'achat de grandes chaînes de supermarchés, etc. Donc voilà, cette centralisation du système alimentaire concentre le pouvoir de fait sur ce qu'on mange et sur la façon dont sont produits les aliments, etc. Donc ce qu'on cherche, l'impact qu'on cherche à avoir, c'est de soutenir à la fois la décentralisation de ce système alimentaire, permettre à une myriade d'acteurs, de groupements d'achat, de magasins de producteurs, de reprendre la main en fait sur leur circuit d'approvisionnement et de distribution, et de reconnecter les producteurs et les consommateurs pour retrouver cette conscience aussi d'où vient notre nourriture, des impacts, etc. On a 4 activités principales. Alors la première, c'est d'outiller les acteurs. Donc là, on est vraiment sur la partie plateforme pure, une place de marché en ligne qui est open source, avec un mode de gouvernance que je décrirai plus tard. Donc c'est vraiment une place de marché classique. Un producteur peut créer sa boutique, créer son catalogue produit pour vendre ses produits. Un groupement d'achat peut créer une boutique pour organiser leurs achats groupés. Un collectif de producteurs va pouvoir organiser un drive fermier. Donc sur cet outil, on se définit vraiment comme un couteau suisse, en fait, une boîte de fonctionnalités que chaque acteur pioche ce dont il a besoin pour son projet. Donc on n'impose rien, au contraire de modèles plus prescriptifs comme la ruche Kidiwi qui impose un modèle d'organisation pour ses opérateurs de circuit court. La deuxième activité, c'est un espèce de portail pour permettre aux mangeurs de trouver des points d'approvisionnement. La troisième, c'est l'aspect connaissance, parce qu'on se rend compte aussi, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont des modèles très variés, qui utilisent cette plateforme, et on voit la richesse en fait des choix de modèles économiques, de modèles de gouvernance, et on pressent les impacts aussi qu'il y a derrière. Donc on est en train de lancer une étude avec WeShare notamment, sur ces modèles d'organisation et leurs impacts pour pouvoir créer une communauté apprenante. Et le dernier aspect, c'est de créer des standards ouverts communs qui nous permettent d'adopter avec les autres plateformes qui travaillent sur les mêmes sujets des logiques de big data distribuées, donc de pouvoir mutualiser quand ça fait sens les données de nos plateformes, par exemple pour construire des solutions logistiques mutualisées. Donc juste pour dire que la partie plateforme n'est qu'un des aspects et a besoin d'autres aspects pour vivre. Je vais juste revenir maintenant sur la partie plateforme. Donc c'est très classique, hein, je vous disais de créer des boutiques en ligne, donc on va peut-être passer vite. Donc je définissais cette boîte à outils. On part du besoin de nos utilisateurs qui sont ces opérateurs de circuits courts qu'on appelle des hubs alimentaires, et on co-construit avec ces acteurs. Donc aujourd'hui on a une dizaine de bêta-testeurs, on va dire, qui représentent quand même entre 500 et 700 000 euros de transactions par an. Il y a plus de 11 000 commandes qui ont été passées sur le site depuis 1 an et demi d'existence en France. Ça représente 1200 acheteurs, plus de 200 producteurs. On est du coup aujourd'hui sur un modèle qui est associatif, on décrira plus tard, mais on a bien conscience qu'on a aussi une activité marchande, et donc c'est juste une étape transitoire. Hein. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les modèles d'organisation. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Et du coup, Simon, notamment, fait partie, voilà, juste un petit exemple concret, un groupe de 40 personnes qui veut se rassembler pour acheter à prix coûtant, de grossistes en fait, des produits, vont pouvoir créer leur groupement d'achat et se retrouver sur cette plateforme. Et donc un petit mot, juste on fait partie de ce réseau international, il y a 7 communautés dans le monde, donc on mutualise ce qui fait sens de mutualiser aux différentes échelles sur lesquelles on se positionne. Donc le code, bien sûr, on le mutualise à l'échelle internationale. Quand il y a un opérateur de circuit court en France qui a besoin d'une nouvelle fonctionnalité, il y en a d'autres dans le monde pour le même besoin, et on va pouvoir mutualiser du coup les coûts afférents à ces nouvelles fonctionnalités. Donc on a aussi, pour moi, il y a une rationalité économique hyper forte dans les communs en termes d'économie d'échelle. Voilà, donc on s'appuie énormément là-dessus aussi dans le développement de communs. D'accord. Myriam, juste la plateforme, elle est née où au démarrage? Elle est née en Australie en 2012. Kirsten et Serenity, donc qui ont vu qu'il y avait toutes ces plateformes qui émergeaient, mais qu'il n'y en avait aucune qui répondait vraiment aux besoins des acteurs et aucune qui était dirigée par les acteurs qui les utilisaient, par les usagers. Donc nous, on a vraiment une vision d'un commun ouvert et en même temps d'essayer de construire un réseau de plateformes coopératives avec on adopte complètement, je me suis complètement reconnue dans les discours de la table ronde précédente, où chaque communauté pays va reverser une partie de
de la valeur qu'on capte au commun global, parce qu'on reconnaît la valeur qu'apporte au quotidien ce commun global. Donc, enfin, voilà, on est on s'ancre complètement dans ce qui a été dit précédemment aussi. Ok, je te remercie. On va passer la parole à Sylvia pour alors les tiers-lieux et le réseau Tilos. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, donc tiers-lieux, je vais parler précisément de la communauté Tilios, entendez par Tilios tiers-lieux libre et open source. Et je tiens à préciser, donc peut-être que là, la question de la plateforme, elle n'est pas centrale, mais elle est le produit naturel de ce qui émerge des tiers-lieux. Quand je dis tiers-lieux, je vais préciser de quoi je parle aussi, en reprenant la définition qui a été formulée récemment, en début 2017, par un sociologue qui s'appelle Antoine Buret, qui a produit la première thèse autour des tiers-lieux, et sa thèse consistait à créer une définition propre pour pouvoir s'en saisir en termes épistémologiques et en faire un objet d'étude et de recherche. Donc, tiers-lieux, entendez configuration sociale, donc un ensemble de personnes qui se réunissent autour de la construction de représentations communes. En gros, si je simplifie, c'est une communauté de personnes qui, ensemble, produisent du commun. Donc ça, c'est important à comprendre quand je vais parler de tiers-lieux, puisque le rôle aussi de Tilios ou son enjeu, c'est justement, pour répondre à cette question d'ubérisation, de se structurer justement pour empêcher toutes ces dérives et ces phénomènes d'accaparement du concept aussi, par rapport à des finalités plus commerciales, etc. Donc, mon objet, ce sera ça, ce sera Tilios, la configuration sociale, donc les tiers-lieux libres open source, autour d'une plateforme qui s'appelle Movilab, qui a émergé ces 5 dernières années et qui consiste à produire un patrimoine informationnel commun, donc une documentation commune, dont le cœur à l'origine est stéphanois, mais en fait qui va être réapproprié et utilisé par d'autres communautés, le Biome à Rennes, un ensemble de tiers-lieux qui s'approprient la plateforme et qui contribuent à ce patrimoine informationnel commun. Et ensuite, juste pour finir l'introduction, moi je parle d'un point de vue, d'un certain prisme, je ne suis pas à l'initiative de cette démarche-là, je suis contributrice. J'ai rencontré Tilios et les tiers-lieux dans le cadre de ma propre pratique, qui est une pratique de recherche en design, donc ça c'est aussi important à comprendre, et notamment l'année dernière, en 2017, moi je travaille à Saint-Étienne à la Cité du Design, qui adresse chaque année une question de société. L'année dernière, la question de société, c'était les mutations du travail, et on a pensé à Saint-Étienne que le cœur de la réponse, en tout cas une partie de la réponse, elle était dans la main des acteurs qui constituaient ces nouveaux processus, ces processus tiers-lieux. Donc on leur a remis les clés de la cité et remis les clés pour s'exprimer en acte, par le faire sur cette question des mutations du travail, en donnant à voir leurs pratiques et les points critiques que ça engendrait. Du coup, mon intervention aussi aujourd'hui, elle va peut-être prendre du recul par rapport à cette production de plateforme pour voir où en sont ces communautés tiers-lieux, quels sont les points critiques auxquels elles arrivent et vers quoi on tend à travailler aujourd'hui par rapport à ces enjeux d'ubérisation. Ok, je te remercie. Alors on enchaîne un petit peu, mais on reviendra sur des questions centrales sur les plateformes. Donc Guillaume, merci d'être venu de Lille jusqu'à Roubaix pour nous parler donc de Pierre. Voilà, donc c'était un incontournable. Donc je te laisse présenter le projet du Singe Savant, qui est situé donc à l'île Moulin. Merci. Donc oui, en fait, nous n'avons pas vraiment l'ambition de sauver le monde, juste de faire de la bière, c'est très simple. On a donc monté une microbrasserie à Moulins au sein d'un espace de coworking qui s'appelle la Cofabrique. Donc la microbrasserie s'appelle la brasserie du Singe Savant. En tant à la fois que brasserie où on souhaite vraiment faire de la bière, se faire plaisir, faire quelque chose vraiment où on s'éclate dans cette thématique brassicole, mais aussi sous forme d'une expérimentation. Pourquoi on a pour beaucoup bossé dans les thématiques de tiers-lieux, de coworking, de Fab Lab, de commun, de contribution, de modèles économiques sur ces choses-là. On s'est dit ok, on a beaucoup travaillé sur la partie virtuelle, sur des plateformes numériques, sur plein de choses un peu intangibles.
Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui on monte une brasserie physique, donc qui demande un investissement, qui demande du matériel, qui demande beaucoup de choses tangibles, et qu'on essaie d'appliquer un petit peu tous ces modèles, toutes ces choses qu'on a vues à une brasserie qui théoriquement est plutôt un peu fermée sur elle-même, c'est-à-dire outil de production qui appartient uniquement aux personnes qui l'exploitent, milieu qui est fermé sauf pour potentiellement venir acheter en direct, mais ça s'arrête là. Donc qu'est-ce qui se passe si on met la composante, par exemple, Fab Lab au sein d'une brasserie? Peut-être qu'on peut imaginer du coup ouvrir les portes à d'autres personnes qu'uniquement les gens qui sont censés brasser sur le matériel, donc mutualiser le matériel, mutualiser les brasseries, mutualiser tous les outils qui tournent autour, qui coûtent assez cher en termes d'investissement. Qu'est-ce qui se passe donc si on permet à des gens qui n'ont pas forcément la capacité d'investissement de venir, soit venir en tant qu'amateur pour se faire plaisir pour brasser eux-mêmes, soit venir en tant que professionnel pour amorcer une activité sans pour autant passer par un gros prêt à la banque, voilà, tout ce genre de choses. À partir de là se tirent forcément beaucoup de questions. Si ces personnes viennent, comment on peut faire pour trouver un système de rémunération où on peut contribuer ensemble, faire des recettes en collaboration, peut-être les faire sous un même étendard, une même marque, autre. Donc ça pose énormément de questions. On essaie aussi d'expérimenter la partie, on va dire, écologie, dans le sens où on essaie de revaloriser nos déchets. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une consultation qui a été lancée par Madame Bouchard autour des drèches, donc ce sont les déchets de la brasserie. Ça nous intéresse beaucoup d'essayer de voir comment on peut mutualiser entre brasseurs la revalorisation de ces déchets. Nos bouteilles, je ne sais pas si Simon, tu as une image de la machine, ça doit être la dernière image, il me semble. Ouais, voilà. On a racheté cette machine de 1970, qui est vraiment une ancienne machine qui nous permet de faire du recyclage de bouteilles, donc réintroduire à la consigne. Cette machine est bien trop grosse uniquement pour notre brasserie. Comment on fait pour la mutualiser entre brasseurs? Voilà. Plein de questions comme ça. Et au-delà de l'aspect brassage, donc on a donc un espace de coworking bière, où on peut venir faire sa bière, venir construire aussi sa brasserie. Et nous développons du matériel et du logiciel, tout ça en open source aussi, en documenté, en partenariat avec une autre société qui se trouve aux Pays-Bas qui s'appelle Popeye. Et donc voilà, par exemple, des petits contrôleurs comme cela. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter des outils de qualité industrielle en open source, en libre, mutualisables, utilisables par des amateurs ou des professionnels. Voilà, c'est tout un univers qui gravite autour de la mutualisation, de la mise en commun autour du monde brassicole. Ok, et alors du coup, derrière ce projet, et derrière toutes les ambitions, il y a un produit et qu'on va pouvoir tester aussi, hein, je crois. Oui, effectivement. Ouais. Donc je n'ai pas parlé de nos produits, vous verrez un petit peu si vous passez à la brasserie ou si vous allez sur notre site. Mais effectivement, pendant la soirée des Mix, il y aura la Hopshot IPA, donc notre bière phare, qui sera disponible au bar. Donc n'hésitez pas à aller teasing. Ok, merci. Donc je passe la parole à Lison et Alexandre pour Copcycle, donc si vous pouvez nous présenter le projet, et ensuite on reviendra sur les notions de gouvernance. Je vous en prie. Ouais, alors tout simplement Copcycle, ça commence l'été dernier lors de la faillite de la société Take It Easy. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'était une société de livraison de repas à domicile belge. Qui a fait faillite brutalement suite au fait que l'un de ses investisseurs, son investisseur principal, Rocket Internet, les a lâchés. Donc moi j'avais un proche qui travaillait qui était partenaire de la plateforme en tant que livreur auto-entrepreneur. Et voilà, j'étais confronté directement à ça. Et en fait, moi, pour un projet personnel en tant que développeur, j'ai commencé naïvement à faire un clone de ce genre de plateforme, donc l'application, l'API, etc. Tout ce dont il y a besoin pour faire ce genre de plateforme. Et en m'intéressant pas à la question, j'ai vite rencontré Jérôme Pinault, qui est un militant anti-ubérisation, donc un ancien livreur, et qui, à l'époque, suite à la faillite de Take It Easy, en fait,
comme c'était en redressement judiciaire, ils n'ont payé ni les créances qu'ils devaient aux livreurs ni aux restaurateurs. Donc Jean Plumeau avait constitué le collectif des coursiers juste pour réclamer auprès des prud'hommes les sommes dues. Et lui, très rapidement, comme alternative au statut auto-entrepreneur, donc c'est typiquement quelque chose qui est employé par les entreprises de libéralisation, il proposait comme modèle la coopérative, donc qui permet de salarier les gens et d'avoir des cotisations sociales et de se rassembler plutôt que d'être atomisé qu'entrepreneur, que travailleur indépendant. Et voilà, en fait, tout ça, ça faisait quand même pas mal de sens. Et en fait, très rapidement, au-delà du truc purement logiciel, technique, il y a toute une sorte d'amis qui sont venus se rassembler autour sur les questions qui sont au-delà du logiciel, donc qui sont politiques, juridiques. Voilà. Et donc du coup maintenant on est, on va dire, plus d'une dizaine de personnes sur d'autres aspects, que 2 développeurs et tous les autres autour sur les autres questions que vous présentez, disons. Donc, comme ça a plusieurs objectifs. Les premiers objectifs, c'est technique, donc c'est créer une plateforme équivalente à celle de Deliveroo, Foodora et compagnie. Créer une communauté via le code open source et protéger le logiciel commun avec une licence adaptée. Et la deuxième partie, c'est les objectifs politiques. On se sert de la plateforme pour poser des questions politiques sur le travail, notamment l'auto-entrepreneuriat, etc. Et parce qu'on s'est vite rendu compte que ne fournir que l'outil n'était pas suffisant et qu'il fallait aussi accompagner les coopératives qui voudraient se créer et l'utiliser. Et donc on est en train de travailler à la création d'une coopérative parisienne. Et pour cela, on est en train de chercher un modèle économique qui permette aux indépendants de se regrouper et de bénéficier de protection sociale, de faire connaître la solution publique, donc la plateforme Upcycle, pour avoir des gens qui commandent tout simplement et créer un effet de réseau et faire en sorte que, parce que tout le monde l'utilise que ce genre de logiciel devient vraiment utile. Et il faudra également accompagner les livreurs et les commerçants dans l'appropriation de ce commun qu'on essaie de créer. Et troisième étape, comme on est bien conscient que les coopératives locales isolées ne pourront pas faire face à des géants comme Deliveroo qui font des levées de fonds monumentales, on travaille avec des collectifs de livreurs et des coopératives qui existent déjà en France, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, pour mutualiser les forces locales et créer à terme une coopérative nationale. Et donc l'intérêt de la coopérative, que ce soit au niveau parisien ou au niveau national, c'est de permettre aux livreurs de posséder leur outil de travail de manière partagée, de créer des conditions favorables à l'auto-organisation des conditions de travail, qui seraient fortement améliorées par rapport à celles des livreurs actuels, de salarier les livreurs qui le désirent, mais aussi de mieux protéger ceux qui veulent rester en indépendant, parce que le salarié, c'est pas forcément un objectif ultime pour tous. Dans la nouvelle génération, ils veulent aussi rester indépendants, mais la question c'est comment on fait en sorte qu'ils soient protégés quand même. Ça permettra de créer des emplois protégés et non délocalisables, et voilà, faire bénéficier les livreurs d'une protection sociale mutualisée. Voilà pour la première partie de la présentation. Ok, merci Lydon. Alors juste un petit insert organisation, parce que la personne qui prend des notes dans la salle n'a plus de batterie sur son ordinateur. Donc sinon, si tu peux remontrer le Framapad ici, je vous encourage à vous connecter pour qu'on puisse garder des traces quand même de tout ce qui se dit ici avec l'ensemble des liens qui apparaissent là. Sur la plateforme coopérative, là, il y a un lien sur le Framapad. Tout ce qu'on se dit dans cet atelier, on le recense dans un tableur Excel, et toutes les questions qu'on va aborder sur la gouvernance, le modèle économique, comment on se partage, comment on partage dans l'entreprise, sont abordés dans ce tableur Excel. Voilà, ça c'était le petit point technique. Sinon, je te laisse prendre la parole sur la suite. Merci pour ces présentations. Ce qu'on voulait essayer de faire, c'était comparer les différents modèles que vous avez en tant que plateforme pour voir la diversité, mais aussi des similitudes qu'on retrouve un peu dans ces modèles de plateforme et qu'on ne va pas spécialement retrouver
quoique, mais dans les plateformes plus propriétaires, fermées, on en a pas mal parlé déjà. Du coup, j'ai quelques petites questions sur ne serait-ce que de quelle manière vous organisez la contribution pour permettre à des gens un peu partout de participer au développement des différents éléments de ces plateformes-là. Donc, Guillaume, toi, tu as une brasserie, mais en même temps tu utilises des logiciels qui sont développés au niveau mondial. Comment ça se passe en fait? Est-ce que déjà au niveau des logiciels développés au niveau mondial, vous arrivez à organiser de la contribution? Quels outils vous utilisez? Et au niveau local, est-ce que vous avez des pistes? Donc effectivement, il y a vraiment deux aspects en termes d'organisation de la contribution sur ce qu'on va faire. Un aspect qui est donc lui effectivement lié sur le numérique, puisque ce sont des choses qui tournent autour du logiciel, donc des choses qui sont déjà bien installées en termes de contribution. Typiquement pour les petits contrôleurs qu'on a vu tout à l'heure qui servent à réguler la température lors des fermentations. Ça c'est quelque chose qui est plutôt mené en termes de communauté par la boîte avec laquelle on est partenaire, qui elle du coup organise la contribution évidemment avec nous aussi, mais qui est fer de lance sur cet aspect-là. On utilise en gros les classiques, les plateformes collaboratives du logiciel GitHub, Slack pour discuter ce genre de choses. Donc étonnamment, c'est aussi beaucoup des plateformes propriétaires qui sont utilisées pour organiser la contribution du libre aujourd'hui. Un peu paradoxal, mais c'est souvent le cas. On remarque que sur la partie logicielle, on a de la chance parce qu'en fait, il y a beaucoup de fans de bière qui sont aussi développeurs. Ça, c'est une petite overlap assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une force pour pouvoir avoir la contribution. Néanmoins, ça reste pas évident du tout. On se rend compte qu'on reste quand même quelques contributeurs cœur et qu'on a des contributions ponctuelles et des gens qui aimeraient faire beaucoup de choses, mais qui ont un taf, essaient de se libérer un peu de temps, essaient de s'engager un peu, mais c'est compliqué. Et le fait, par exemple, de pouvoir répondre sur un modèle de contribution, de rémunération, sur des contributions ponctuelles ou plus soutenues, pour effectivement être quelque chose de très intéressant. Ça nous intéresse énormément justement d'explorer cet aspect-là, parce que ça permettrait peut-être à certaines personnes de se dire ok, je peux avoir une garantie financière si jamais je contribue à certains projets, en m'engageant sur des blocs de travail qui sont pas forcément très volumineux, peut-être travailler un peu moins sur un travail alimentaire ou autre chose. Aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de faire le pas, de sortir de leur travail du quotidien pour venir contribuer plus fortement, même si, en fait, on a quand même des ressources financières qu'on pourrait allouer. Par exemple, sur ce projet, ça fait à peu près 8 mois, 10 mois, on cherche des personnes sur une thématique particulière, on n'arrive pas à trouver des gens qui ne sont pas embauchés, n'ont pas une activité qui leur prend plus de temps qu'ils n'aimeraient, et qui sont compétents sur le sujet. Donc résultat, on se retrouve soit des gens qui sont compétents et des gens en poste, ou des gens qui sont en formation, qui aimeraient bien venir dessus, mais qui malheureusement n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Donc c'est assez compliqué. Sur la partie physique de la brasserie, sur les contributions, ça c'est encore en défrichage. Il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est le côté pro-am. C'est un terme, c'est professionnel amateur, qui a été, dont Tan Guillaume a beaucoup parlé, d'ailleurs dans son bouquin des abeilles des hommes qui est sorti il y a quelques années maintenant, sur vraiment dire qu'aujourd'hui on a une espèce de frontière qui se brouille entre les professionnels et les amateurs. Dans la brasserie, c'est exactement le cas. On a des brasseurs amateurs qui sont absolument incroyables en termes de créativité, bien plus créatifs et bien plus pertinents que plein de professionnels. Et aujourd'hui, du coup, on a envie vraiment d'effacer cette barrière un maximum. Comment on fait pour que des brasseurs dits amateurs puissent venir contribuer et travailler en collaboration avec les installations existantes? Comment on fait pour les rémunérer de manière équitable sans que ce soit juste de la captation de savoir merci pour la recette, au revoir, maintenant on exploite la recette. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on a envie de travailler, mais pour l'instant on défriche, on commence à le faire tout doucement, mais c'est super compliqué. Merci. Myriam, peut-être, je sais que vous avez une myriade d'outils au sein d'Open Food qui est assez impressionnant pour vous organiser, puisque vous avez un réseau international, national et un ensemble de structures locales qui commencent à utiliser la plateforme. Ouais, alors je me reconnais complètement dans les difficultés que tu partages. C'est vraiment pas facile d'organiser la contribution.
Nous, il y a la contribution au code, donc via des outils comme GitHub, avec une difficulté, c'est que le code de Open Food Network, c'est assez complexe. Donc un développeur qui veut juste arriver pour faire une petite contribution et puis passer à autre chose, c'est un peu compliqué. Il y a un temps de rentrée, de prise en main, d'installation de son environnement de développement, etc. Donc voilà, on voit souvent des développeurs qui arrivent, qui mettent un petit doigt de pied et puis qui repartent, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile de susciter du coup l'engagement, et pourtant on a des moyens financiers, c'est ça qui est... voilà. On peut rémunérer des contributions, mais du coup plus largement, je pense qu'il y a un vrai frein, c'est la difficulté autour de la culture entrepreneuriale. C'est qu'on cherche à fédérer un réseau de gens qui ont cette culture entrepreneuriale et qui vont créer leur activité en contribuant au commun. Mais je reçois régulièrement et j'échange régulièrement avec des gens qui ont envie de contribuer, qui sont intéressés. Je leur décris l'ensemble des activités qu'il y a autour de la plateforme, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et puis bon, ils commencent à faire quelque chose et puis en même temps ils cherchent du travail. Parce qu'il y a ce besoin, alors parfois un vrai besoin de se nourrir et une urgence qui fait qu'ils ont besoin de trouver un travail alimentaire et du coup ils n'ont plus de temps pour contribuer. Et en même temps, pourtant on a des moyens pour rémunérer les contributions. Donc c'est vraiment une culture, je pense, qui est à développer et qui n'est pas facile d'accompagner le développement de cette culture entrepreneuriale. Donc c'est à ça qu'on travaille. Et donc nous, on est aussi sur une logique où on souhaite que les gens contribuent non pas pour l'argent, mais parce qu'ils croient au projet et qu'ils ont envie de le co-créer. Donc on est aussi sur une logique où on commence, voilà, on dit aux développeurs ou aux gens qui veulent contribuer sur la com ou les réseaux sociaux ou autre chose, il y a ce temps où on contribue de façon bénévole et quand on commence à créer de la valeur, et bien là, on peut du coup être rétribué pour la valeur qu'on crée autour du commun. Mais ce temps d'investissement, en fait, de création de son activité personnelle, il n'y a pas tant de gens qui sont prêts à le consacrer, quoi. Donc, c'est pas juste une question d'outils. Alors oui, il y a aussi la difficulté parfois de ces outils qui sont très numériques. Et dans les contributeurs, parfois il y a une volonté d'avoir plus un lien humain. Et quand on est des communautés distribuées en ligne, c'est aussi difficile de jongler sur le maintien de l'énergie et l'envie de contribuer. Donc effectivement, on utilise comme vous voyez, Slack. On a aussi un forum en ligne qui est basé sur Discourse, qui est un outil de forum open source, qui est l'outil principal. Voilà, qui est vraiment l'outil principal qu'on utilise à la fois sur Open Food Network international et à l'international, pas en France, mais à l'international, Discourse c'est vraiment l'outil de concertation de la communauté. Donc quand il y a un contributeur dans une communauté locale qui veut proposer une modification d'un process de fonctionnement, d'une nouvelle fonctionnalité, du coup c'est là-dessus qu'on va décrire notre proposition et qu'il y a un consensus mou, un consentement mou qui va émerger pour prendre des décisions. Donc disons que les outils sont en place pour que tout le monde puisse contribuer de façon très libre. Ce qui est difficile, c'est de créer cette culture de la contribution, quoi. Juste Slack, peut-être en un mot. D'ailleurs, je vais vous montrer le Slack à quoi ça sert. Alors, d'ailleurs, il y a des outils propriétaires, il y a des outils libres. Les différences sont que quand c'est libre, on a le droit de l'installer, on a le droit de l'améliorer, le modifier, là où quand c'est propriétaire, on est juste utilisateur. Et on ne sait pas quel est le modèle économique qui sera appliqué ensuite. Slack, c'est un outil propriétaire, mais qui reste très efficace et qui du coup est utilisé par de très nombreux acteurs. Là, c'est le Slack de covoiturage libre. Comment vous faites avec le Slack justement au niveau international Alors nous, on a donc un Slack commun avec des channels du coup pour chaque communauté locale. Chaque communauté locale est libre de créer en fait les channels qu'ils souhaitent. Mais du coup, on peut aussi créer des channels pour des projets en commun ou pour toutes les questions de gouvernance au niveau international. Donc on a à la fois des espaces qui sont plus pour chaque communauté locale et des espaces qui sont plus de concertation internationale, quoi. Voilà. Donc, après, il y a juste une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la rémunération des contributeurs. Je ne sais pas si c'est maintenant. On en parlera un petit peu après. Ok. Vas-y, Vincent. Je viens aussi dire un petit mot sur cette question de la contribution. Je ne sais pas si le micro fonctionne. C'est une question qui est évidemment cruciale. Nous, l'association, ce qu'on souhaite faire à l'association, c'est être l'infrastructure finalement qui permet la contribution. Alors, nous, la contribution, elle est de plusieurs ordres chez nous. D'abord, toute personne qui propose un covoiturage et toute personne qui accepte ou qui trouve un covoiturage sur la plateforme, pour nous, est contributeur parce que ces personnes contribuent à une mobilité qui est plus durable, plus écologique, etc. Ça, c'est le niveau, je dirais,
le plus bas de la contribution. Ça, comment ça marche en fait? Pour faire marcher ça, on a besoin essentiellement de deux choses. D'abord, une plateforme technique qui fonctionne. Et pour ça, on a besoin de gens qui la maintiennent, qui la développent, etc., etc. Et là, c'est difficile parce qu'en fait, on fait appel à des ressources, ce que tu disais tout à l'heure, qui sont finalement assez rares. C'est-à-dire, les gens qui aujourd'hui ont une capacité de développement de notre plateforme, elle est en Ruby on Rails, on l'a développée, on l'a libérée là, il y a maintenant, je pense, 6 ou 8 mois. On a du mal à trouver des gens qui arrivent à se plugger sur le projet avec des compétences, une capacité d'action, etc. Voilà. Donc ça c'est une première difficulté, qui est une difficulté de la rareté de certaines compétences. Ensuite, on a un deuxième point dur, nous, c'est la hotline. Alors ça, c'est vraiment le point pénible, en fait, quand on fait du covoiturage, c'est qu'on fait 100 000 trajets par an. Donc forcément, il y a plein de questions, il y a des gens qui ne se trouvent pas, etc. Il faut réussir à leur répondre par mail. Et là, on a une petite équipe d'une quinzaine de personnes qui se relaient, et vraiment, je les remercie tous les jours, parce que c'est le travail difficile de notre activité, qui se relaient pour répondre à toutes les questions qui sont posées par mail. Et là, nous, ce qu'on a, c'est un problème d'animation de ces équipes, parce qu'il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent, il faut les former, il faut entretenir la motivation, voilà, donc c'est pas facile. Et du coup, le point un peu névralgique dans tout ça, c'est vraiment la question de l'animation de la contribution. Parce que le fait d'avoir des contributeurs, on finit par les trouver, mais après, réussir à faire à ce qu'ils travaillent ensemble, à ce qu'ils y trouvent du sens, à ce qu'ils restent dans le projet, ça c'est une difficulté. Et je souligne, je rejoins ce que tu disais sur la rareté des infrastructures libres, de gestion libre et de qualité, de gestion des communautés. On est sur Slack, on est sur Facebook. On a des groupes Facebook qui marchent très bien, mais parce qu'en fait, les gens, ils ont l'habitude, ils vont dessus, etc. Et dès qu'on cherche à passer sur des outils plus libres, en fait, on perd des gens. Voilà, donc là, je pense qu'il y a vraiment du travail, il y a une grosse place pour Framasoft qui continue à avancer là-dessus. Ok, alors, bon, on veut aborder quand même pas mal de thèmes, donc je vous propose qu'on avance un petit peu. Petite note pour la salle, si vous voulez intervenir, vous levez votre bras. On viendra vous passer un micro. Là, on est en mode assez descendant, mais parce qu'on avait envie de vous dire quand même pas mal de choses sur ce thème-là. Donc là, on a abordé la question de la contribution. On voulait aborder aussi la question du partage, c'est-à-dire c'est quoi, comment on fait pour partager une ressource mise en commun, et notamment aborder la question des licences. C'est-à-dire aujourd'hui, comment ce que vous produisez, ce que vous mettez en commun, vous arrivez à le partager, comment vous le protégez, comment vous conditionnez l'accès à cette ressource. Donc il y a tout un tas de licences qui existent, qui viennent notamment du monde numérique, mais pas que. Donc voilà, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Je te passe la parole avec toi. Ouais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure peut-être. Nous on utilise, on a une licence. On a utilisé la Peer Production Licence. C'est une licence qui est créée par la Peer-to-Peer Foundation. Alors, on n'est pas certain que ce soit la licence la plus adaptée, parce que c'est une licence qui, a priori, est plutôt utilisée pour des biens matériels. Mais, de notre point de vue, en fait, c'est plutôt pour... en fait, on utilise cette licence pour le moment comme une sorte de label. En fait, donc la Peer Production Licence conditionne l'utilisation du commun. Donc en gros, c'est pas du logiciel libre, c'est du logiciel open source sous condition. C'est-à-dire pour mettre en œuvre, pour utiliser le logiciel, en gros, en deux mots, vous devez être une coopérative, c'est-à-dire vous devez mettre en place un fonctionnement démocratique au sein de l'entreprise qui l'utilise commercialement. Vous devez répartir les revenus équitablement entre les ouvriers propriétaires. Bref, vous devez être une coopérative après. Effectivement, c'est une licence qui est assez vague, j'imagine, pour s'adapter au droit du travail, enfin, au modèle juridique des différents pays. Voilà. Et donc, du coup, vraiment, nous, notre volonté, face à des entreprises comme Deliveroo, Foodora, Uber, c'est vraiment de promouvoir le modèle coopératif. Donc, en mettant en place cette licence contraignante. Après, on n'exclut pas effectivement
je sais pas, de créer notre propre licence ou d'en utiliser une autre. Mais vraiment, en fait, en gros, c'est juste une sorte de label, quoi. Enfin, voilà, après, ça peut paraître bizarre pour du logiciel libre, entre guillemets, c'est-à-dire, on veut, enfin, nous, tout simplement, en quelques mots, on veut pas qu'il y ait des entreprises capitalistiques basées sur les levées de fonds auprès de capital risque qui sont dans les paradis fiscaux, qui recommencent la même chose qu'avant, ouais, qui recourent à des auto-entrepreneurs payés 5 € la course. Voilà, donc c'est coopérative ou rien. En fait. Alors justement, sur ces questions de licence, il y a beaucoup de licences libres aussi qui sont utilisées par des plateformes extrêmement capitalistes comme Uber par exemple, utilise des licences libres. Alors souvent ce qu'on se dit c'est ouais, ce type de licence ça marche bien sur du matériel, sur du numérique, mais c'est vrai que dès qu'on passe un peu dans le monde physique, là c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc Guillaume, je voulais te poser la question, je sais que tu as testé des choses sur du matériel informatique et comment on pouvait éventuellement poser une licence sur ce type de matériel qui force en fait la contribution autour. Et le passage un peu au monde physique, comment c'est géré? Alors c'est une question qui est vraiment pas évidente. Sur le partage du matériel, c'est principalement sur le design des matériels. C'est là c'est intéressant de poser une licence potentiellement, parce que une fois qu'il est réalisé, après le partager, c'est d'autres conditions. Sur du design de matériel, aujourd'hui, on a une expérience qui est de mettre en partage exactement comme un logiciel, c'est un petit bout de matériel, de partage à tout le monde. Et ça avait l'air très bien. Sauf que tout le monde revient en disant j'ai brûlé ma carte, j'ai bidouillé mon truc, ça marche pas, vous êtes nuls, etc., etc. Donc en fait, on a ce problème que lorsque on publie les sources d'un bout, par exemple là c'était sur une carte sur un microcontrôleur, beaucoup de gens font un amalgame entre la carte qui a été manufacturée avec le plan original et avec le plan qu'ils ont repris, bidouillé un petit peu parce qu'ils se souviennent de leur cours de techno de 3e, et brûlent du coup le matériel. Ils nous disent le matériel n'est pas fiable. Donc, gros débat au sein de la communauté, est-ce qu'au final, on doit libérer les sources du matériel, puisque, en gros, on passe un temps infini à faire du support, comme vous disiez, répondre aux gens, ça prend un temps de malade. Donc, on a un discours sur lequel il y a une discussion avec toute la communauté, sauf que lorsque la moitié des messages sont liés à j'ai brûlé ma carte, et que le problème ne vient pas de la carte originale, ça pose un vrai problème. Donc, on est super volontaire pour partager les plans de ce matériel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça nous apporte plus de problématiques que ça nous apporte de bénéfices. Donc, toujours volontaire pour le faire, mais comment le faire? Ça, on n'a pas de réponse. Sur des choses où on n'est pas sur de l'électronique, où on est sur des choses, par exemple, comme nous, là, on a intégralement construit notre brasserie de A à Z, en assemblant des briques et des brocs, ou des choses plus de gamme industrielle, de gamme amateur, de gamme de différentes choses. Ça, ce sont des plans qu'on va publier. On va essayer de faire une espèce de petit bouquin d'ici quelques mois sur la brasserie DIY, entre guillemets, sur comment amorcer une brasserie avec un budget relativement limité, en réutilisant des choses qu'on peut acheter sur le marché d'occasion, les détourner un peu de leur usage principal, ce genre de choses. Ça, en revanche, c'est très facile. Typiquement, les licences dont tu parlais, réciproques, avec justement la possibilité à utiliser lorsqu'on est dans une structure qui est démocratique, type coopérative ou autre. Ça, c'est des licences qui nous intéressent beaucoup pour publier les designs de brasserie ou de petits hacks qu'on a pu faire pour justement la construire. Peut-être en rebond, parce que avec le monde physique et puis avec ce que tu décris, parce que je pense que ce que tu es en train de raconter, c'est-à-dire finalement
une situation assez inconfortable par rapport à toutes ces questions juridiques. Nous, c'est le constat qu'on a fait notamment à la fin de l'expérience Tiers-Lieu dont j'ai parlé un peu en introduction. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie nécessité à outiller et à transmettre cette question des compétences juridiques. Au niveau des tiers-lieux, après ces 2 dernières années qui ont consisté à réunir les tiers-lieux autour de ce qu'ils avaient en commun, ce qu'on a sorti à la fin de l'exposition de l'expérience Tiers-Lieu, c'était finalement 5 critères, 5 axes de lecture sur les communs autour duquel les acteurs se reconnaissaient. Ces axes, c'est la question de la configuration sociale, la communauté avec ses modes de gouvernance, la question du patrimoine qu'elle produit, la question de l'émancipation et des limites éthiques de cette émancipation, la question de la réappropriation et la question de la résilience et du rapport au territoire. Ces 5 axes-là, la communauté Tiers-Lieu souhaite maintenant la transformer en quelque chose qui serait un outillage juridique. On travaille à l'idée d'un label et plus largement peut-être d'une marque collective de certification. Donc ça, je renvoie à des choses qui vont se produire là, dans les semaines à venir, parce qu'on fait plusieurs ateliers autour de ça. C'est intéressant de voir que, en effet, les acteurs sont à la fois plein de valeurs, c'est-à-dire ils savent très bien là où ils veulent se situer par rapport aux licences. Certains sont comme Move Commons par exemple dans des logiques déclaratives parce qu'ils veulent être plus inclusifs et ils tiennent beaucoup à cette question-là. D'autres sentent qu'on a besoin de protéger ce qui est produit des tiers-lieux et ce qui est produit en commun et que le déclaratif ne suffit plus, d'où l'idée de marque collective de certification et l'idée à la fois d'outiller juridiquement les acteurs, les tiers-lieux et les acteurs, parce que quand je parle de marque juridique de certification, c'est l'idée de dire que le tiers-lieu se pense comme une distribution logicielle et ce qui est produit des tiers-lieux également. Donc ça, c'est une deuxième approche, une approche qui consiste à se renforcer, se protéger. Tout ça pour dire que c'est des débats en tension, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'aller dans ce sens. Et pour rebondir aussi sur la question de l'appropriation, de la contribution, le fait de pouvoir, dans des espaces physiques en tiers-lieu, expérimenter ces questions de comment je contribue, ça c'est aussi vachement intéressant au-delà de l'aspect numérique. Je me réfère notamment à un projet qui s'appelle Kern, que vous avez peut-être vu passer, qui est une table physique de visualisation des activités d'un tiers-lieu et qui donne à voir comment chacun pratique le tiers-lieu, quelles sont ses réciprocités dans l'écosystème. Et donc c'est intéressant même pour penser les modalités de contribution sur les plateformes, parfois de revenir à des choses physiques, et le tiers-lieu pour ça est un bon outil. Je voulais rebondir parce que tu parlais de marque, et donc dans la communauté Open Food Network, en fait, il y a 2 licences. Il y a une licence sur le code, qui est AGPL 3 et qui force en fait toute personne qui construit sur ce code à republier avec la même licence. Donc toute personne qui fait des développements, ça va être partagé par la communauté. Donc certes, elle bénéficie de tout ce qui a été financé et développé par la communauté avant, mais son petit bout va aussi bénéficier à tous les autres. Donc on enrichit grâce à cette licence le commun. Et on a aussi une licence de marque qui est portée par la Open Food Foundation en Australie, qui sont à l'origine du projet. Et donc on est en train de créer un réseau d'entités juridiques qui portent cette marque dans le monde, qui sont affiliées au réseau Open Food Network. Et pour pouvoir utiliser cette marque, on doit respecter un certain nombre de critères, donc avoir une gestion démocratique, déployer ce code comme une infrastructure publique accessible à tous. Donc il y a un certain nombre de critères pour utiliser la marque Open Food Network. Mais n'importe quel autre acteur peut prendre ce code et faire sa propre plateforme privée, et c'est le cas. Il y a une personne aux États-Unis qui a déployé Open Food, enfin le code Open Food Network, mais qui a mis sa marque dessus. Et dans ce cas-là, ces acteurs ont bien sûr le choix de jouer le jeu de la communauté ou pas. S'ils jouent le jeu de la communauté, du coup, et qu'ils reversent une partie de leur, qui contribuent à financer des développements, et ben ils ont aussi leur voix quelque part dans la gouvernance. Et puis ils peuvent demander le soutien de la communauté. S'ils jouent pas le jeu, ils n'auront pas le soutien de la communauté. Donc c'est aussi un peu ça, et ça se fait assez naturellement en fait. On aurait pu aller demander à Pierre-Yves Baudouin, qui est le président de Wikimedia France, qui doit parler tout à l'heure, comment fonctionne la marque de Wikipédia. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est pour le coup très verrouillée dans son usage,
pour éviter que n'importe qui utilise la marque Wikipédia et en fasse n'importe quoi, mais c'est une marque qui est définie par contre collectivement, c'est-à-dire que c'est une gouvernance de l'ensemble des contributeurs de Wikipédia qui petit à petit permet de définir qui, comment on utilise la marque Wikipédia. Et ils ont 3-4 pages sur les différentes manières d'utiliser la marque Wikipédia. Ils sont allés très loin dans la gouvernance finalement d'une marque qu'il fallait protéger à un moment donné pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec la ressource. Juste sur cette question de licence, vraiment souligner la question de la réflexion sur la licence des données que produisent nos plateformes. Pourquoi? Parce que donc, nous, on a mis le code source sous une licence GPL v3, mais en fait, le vrai problème, à mon avis, il n'est pas tant là que de savoir comment est-ce qu'on mutualise, comment est-ce qu'on a des standards de mutualisation des données émises par les différentes plateformes de covoiturage pour arriver au seuil de liquidité. J'explique juste en 2 mots. C'est en fait le covoiturage, ça peut marcher uniquement si quand vous voulez aller, je sais pas moi, à Dunkerque, vous avez suffisamment de trajets postés sur la plateforme pour que vous ayez une chance de trouver le trajet qui vous convient. Hein. Donc en gros, on a besoin d'avoir un certain volume de gens qui proposent des covoiturages et de gens qui cherchent des covoiturages pour que la plateforme marche. Alors, le truc, c'est qu'en libérant notre plateforme, finalement, et ça, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le seuil de liquidité. Bon, on a besoin, pour que la plateforme collaborative fonctionne, que ce seuil de liquidité soit atteint. Nous, on estime sur covoiturage que ce seuil de liquidité, c'est à peu près 800 000 trajets par an. Vous voyez, on n'y est pas tout à fait. Hein. On fait 100 000 trajets par an, on pense que c'est 800 000 trajets par an. Alors le truc, c'est qu'en libérant la plateforme, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est le choix qu'on a fait, mais on a quand même une question, c'est de se dire, ok, si demain, il y a plein de petites plateformes de covoiturage, en fait, on est en train de diminuer notre capacité à atteindre le seuil de liquidité. Et si on fait ça, ben, on est juste en train de faire le jeu de la Blablacar, en fait. Donc du coup, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'à la fois, on libère le code source de la plateforme, et à la fois, on travaille sur l'interopérabilité des données pour qu'on puisse continuer à tendre vers le seuil de liquidité, tout en autorisant la réplication des infrastructures. Petite question sur l'ouverture des données. J'en profite pour parler justement d'une démarche qui est assez originale, qui a été initiée par l'ADEME, qui s'appelle la fabrique des mobilités, et où le concept a été de référencer en fait auprès de tous les acteurs, autant les acteurs très privés dans leur logique que des collectivités, que des acteurs en logique associative, et leur demander finalement, par rapport à leur plateforme ou leurs outils, qu'est-ce qu'ils pouvaient mutualiser. Et donc on va retrouver là dans la liste d'ailleurs Covoiturage Libre, qui lui est prêt, alors pour le coup Covoiturage Libre est prêt à mutualiser tout, mais voilà, par exemple la base de données commune des points de covoiturage, c'est quelque chose que tous les acteurs ont besoin, et a priori il n'y en a pas vraiment qui sont contre le fait de libérer ces informations-là. Donc même, c'est pour ça que tout à l'heure on disait que Uber libérait des choses en open source, c'est parce qu'il y a des données qu'ils n'ont pas besoin de garder en propriétaire, voire même ils ont intérêt à les ouvrir pour que d'autres en fassent leur standard, et du coup eux ça leur évite même d'avoir à les gérer, parce que si tout le monde s'organise pour gérer la base de données par exemple des lieux de covoiturage, c'est autant de travail en moins pour certains. Et du coup d'ailleurs on retrouve même Blablacar intéressé par la démarche d'un bonus covoiturage. Voilà. Après c'est sûr que sur la plateforme logicielle de covoiturage, aujourd'hui je crois qu'on n'a que 2 acteurs qui sont prêts à mutualiser sur le logiciel qui fait fonctionner un covoiturage. Ce qui est bien dommage, puisque je crois qu'il y a 1 millier de plateformes de covoiturage propriétaires pour 2 ou 3 plateformes logicielles libres dans le monde. Donc c'est autant de travail, de notre point de vue au niveau de la ressource, et autant de travail de perdu de plein d'individus qui recréent ce qui a déjà été créé, ce qui en fait d'un point de vue économique peut être totalement effrayant. Pourquoi des milliers de personnes refont la même chose? Par rapport à ce tableau-là, on va utiliser un peu la même chose cet après-midi dans un autre domaine qui est les tiers-lieux, c'est-à-dire de quoi, en fait, à chaque fois que vous avez un groupe thématique ou des gens qui sont intéressés par un sujet, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mutualiser, quels sont nos besoins communs et qu'est-ce qu'on est prêt à ouvrir ou pas. Et donc on peut réunir autour d'une table des gens qui sont assez différents dans leur fonctionnement, mais qui vont quand même avoir un besoin commun à ouvrir certaines choses, et là, ça peut être la petite porte pour rentrer dans le merveilleux univers du partage, mais ça peut être aussi une question qui se pose des acteurs publics. À un moment, c'est le rôle d'un acteur public, c'est peut-être celui-là aussi, c'est de mettre autour de la table des acteurs dont on pense qu'ils auraient plutôt intérêt à coopérer, et plutôt que mettre des billes sur des acteurs séparés, de les forcer en quelque sorte ou en tout cas de mettre en place les conditions pour une coopération. Est-ce
qu'on voit à travers ça, c'est qu'une plateforme, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi un ensemble de petites briques qui vivent aussi leur vie, qui certaines sont mutualisées au niveau international, certaines utilisées très localement. Enfin, le cas de la brasserie est très intéressant parce qu'ils ont la ressource locale, physique, et puis en fait ils utilisent des ressources internationales, logicielles, matérielles, des plans. Quoi. Voilà, sur la notion un peu du partage. Alors, le tableau, normalement, il doit se compléter petit à petit au fur et à mesure des échanges, mais sinon, il est déjà assez complet, le tableau qui est sur le lien du pad, qui permet de retrouver tous les éléments qu'on est en train de décrire. Petite question sur la gouvernance, comment vous organisez vos prises de décision dans vos plateformes, dans les ressources que vous construisez. Ouais. Une question, je vois qu'il y a dans la salle quelques mots qui peuvent se lever de temps en temps, par exemple Denis, est-ce qu'on prend des questions? Ouais, très rapidement, et ouais. Vas-y, Denis, je te laisse. Merci pour ces témoignages très intéressants et concrets. On parle là justement sur le cas de covoiturage libre et de la problématique de plateforme. Dans la fabrique de mobilité, justement, il y a eu travail entre différentes plateformes et services sur du partage de données. Donc là, on partage et de descriptifs, de métadonnées. Donc là, on est dans une étape intermédiaire qui est est-ce que finalement entre plateformes, je partage des métadonnées, même si chacun a sa plateforme, mais il y a déjà un premier dialogue. Moi, ça me fait penser au modèle Framasoft au départ, qui était c'est peut-être illusoire que tout le monde passe sur Linux, surtout à l'époque, il n'y avait plus de Framasoft, et donc je commence à partager des logiciels libres installables sur Microsoft, sur Windows. Est-ce que justement, sans viser à avoir des plateformes qui soient totalement ouvertes, on peut déjà, sur l'interopérabilité des données, progresser? Est-ce que ce n'est pas finalement une première marche qui ensuite permet, par le fait de cliquer, d'arriver vers des modèles qu'on ambitionne? Du coup, là, sur la question du covoiturage, alors oui, absolument, je pense que c'est vraiment ça, ce vers quoi il faut aller. Du coup, là, je rebondis sur la question de la place de l'acteur public, qui effectivement pourrait jouer un rôle crucial à la fois en mettant les acteurs autour de la table, en leur garantissant des règles du jeu qui soient faires, parce que le partage des métadonnées, il faut bien qu'on s'organise sur qu'est-ce qui en est fait et qu'est-ce qui les utilise. Par exemple, nous, on a eu un concurrent, il faut bien appeler ça un concurrent, sur le covoiturage, qui s'est mis à appeler tous les conducteurs. Bon, parce que nous, c'est vrai que nos données sont assez ouvertes, hein, comme ça. Voilà. Donc, comment est-ce que les données sont utilisées, c'est quoi les règles, etc. Et enfin, qui finance de l'expertise. Parce que là, la question des métadonnées, c'est une question qui est à la fois pas hyper compliquée, mais pas complètement triviale non plus. Et nous, typiquement, à covoiturage, pour l'instant, on a du mal à dégager de la ressource, ne serait-ce que pour participer à ces discussions. Voilà, donc sur cette question de la mutualisation, je rejoins ce qu'a dit Sébastien, je pense que l'acteur public a un vrai rôle à jouer et un rôle important. Alors, juste une petite réponse aussi, parce que je facilite donc un consortium qui s'appelle Data Food Consortium. D'ailleurs, on va intégrer la fabrique des mobilités. Où du coup il y a les plus grosses plateformes autour des circuits courts, La Ruche Kiliwi, Pagnette, Cagette, nous, où on a bien conscience que les données qui sont sur nos plateformes, pour certains cas particuliers, on a intérêt à les partager, donc on n'est pas sur une logique. Alors sur certaines données, pour certains usages, on va être dans de l'open data, sur d'autres, on va plus avoir des logiques de common data. Et bien sûr, chaque plateforme a ses propres conditions générales d'utilisation par rapport à ce qu'ils font des données de leurs utilisateurs. Nous, sur Open Food Network, chaque producteur de données est propriétaire de sa donnée et du coup décide ce qu'il veut en faire. Mais on peut imaginer, donc ce que j'expliquais, si toutes les plateformes décident de mutualiser la donnée sur les flux logistiques pour qu'on puisse ensemble construire un nouveau service qui va nous bénéficier à tous, donc construire un service comme un commun qui va nous bénéficier à tous, un service logistique pour gérer les flux entre les petits producteurs et les petits distributeurs partout. Donc c'est là où on arrive sur des modes de contribution qui de fait font rentrer des acteurs qui ont des logiques privées dans des communs. Et donc effectivement c'est un biais, et puis nous, moi je suis convaincue que en travaillant sur ces logiques d'interopérabilité, de fait ça va profondément modifier même les modèles économiques de ces acteurs, puisque il y a le fait de fermer leur donner un certain contrôle et leur verrouiller le marché, le fait de les ouvrir va les obliger à ouvrir leur marché aussi. Enfin, voilà. Une question dans le public.
Oui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'appel à commun. Et je me demande s'il ne faudrait pas considérer justement des appels à commun publics. Et en fait, je vais en parler à 2 heures, mais je voudrais un peu anticiper l'appel à commun. Donc, il y avait une vieille bibliothèque qui était libérée à Gand. Et plutôt que de faire un appel à compétition, ce qui est l'achat public, la technique d'achat public, ils ont fait un appel à commun. Donc, quelle est la coalition qui pourrait faire la meilleure proposition dans les 2 mois à venir? Et ça a créé un commun avec une comptabilité contributive pour le loyer, etc., etc. Et moi, je crois que quand on voit la concurrence que vous avez, on va dire, entre covoiturage et Blablacar, etc., etc., donc ces gens ont énormément de capital et leur force, c'est aussi les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et moi, je ne vois pas sans apport public. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment penser à des coalitions publiques communes, où des villes peuvent se coaliser pour investir dans ce qu'on appelle des coopératives de protocole. Donc, les GitHub, open source, etc. Que ce soit aussi cofinancé, parce que chaque ville a intérêt qu'il y ait un mini-ride, mini-BNB, donc il y a des alternatives non prédatrices. Et ça n'a aucun sens que 40 villes vont développer le même logiciel séparément. Donc aussi longtemps qu'on est dans ce jeu-là, on ne peut pas gagner, on doit passer à une échelle, et ça demande que vous parlez plus ensemble sur vos problèmes, et que vous fédériez pour convaincre des organismes de créer des coalitions de soutien pour ces grandes alternatives génératives pour les services dont on a besoin. Mais en fait, Michel, c'est pas une question là. J'aimerais juste réagir parce que. Merci. Oui, justement. Super rapidement. Parce que sur cette notion d'infrastructure, en fait, nous, on défend aujourd'hui, la notion d'infrastructure digitale. Ouais. C'est que les pouvoirs publics ont conscience qu'on a besoin d'une route pour permettre aux gens de se déplacer, mais ils n'ont pas conscience que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du digital, c'est comme si chaque entreprise logistique construisait sa route pour faire circuler son camion. Et en fait, c'est travailler sur cette prise de conscience de l'importance des infrastructures digitales qui aujourd'hui structurent l'organisation de la société. Et donc effectivement, il n'y a pas d'investissement public et effectivement, il y a un message fort à passer au niveau politique là-dessus, quoi. J'en profite aussi en 2 minutes pour... on sent que le temps se réduit, donc tout le monde place. Je suis dans les tiers, puissance publique absolument. Je rajouterais, parce qu'on a des échanges réguliers avec Denis Pensu là-dessus, tous les tiers acteurs aussi qui structurent la manière dont on produit nos projets, notamment les fondations et les logiques d'appel à projet. C'est un enjeu partie des pouvoirs publics, organismes et puis acteurs. Ok. Alors, en fait, on a encore 5 thèmes, donc on va pas les faire parce que ça va être un petit peu compliqué. Donc avec Simon, on a discuté un peu. On s'est dit que ce qui nous intéressait surtout, c'était le financement, parce que puis c'est bien pour finir. Alors, en fait, c'est comment vous générez des revenus, qui est-ce qui vous paye sur les plateformes coopératives dont on parle depuis tout à l'heure. C'est des dons, c'est du financement public, vous vendez des choses. Comment vous fonctionnez un petit peu, Myriam, puisque tu as le micro à côté de toi, peut-être tu peux en dire un mot. Comment? Tu parles trop? Bah oui, alors, dernière intervention de Myriam, donc. Donc sur le financement, nous on a un modèle assez complexe. Donc l'association aujourd'hui se finance uniquement sur du don. Demain on va se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Donc la forme qui aujourd'hui s'organise autour du don va se transformer en un modèle un peu plus marchand mais partagé, quoi. Donc on a 4 types de dons. On a les dons des utilisateurs de la plateforme, donc qui pour utiliser le commun contribuent au commun, mais peuvent contribuer donc en argent sonnant et trébuchant ou sous d'autres formes. Donc on a un petit tableau de réciprocité sur qui utilise le commun, à quelle hauteur et en quoi il contribue au commun. Donc ça, on le partage de façon transparente sur notre forum. Voilà, ok, très bien. Bon, c'est assez archaïque pour l'instant, mais on fera ça de façon plus... Voilà. Il y a des dons après de gens, d'individus qui soutiennent notre cause. On a des dons de fondations. On a 2 fondations, la Fondation Massif et la Fondation Daniel et Nina Carasso qui nous soutiennent cette année. Et surtout, alors la chose la plus intéressante, je trouve, c'est qu'on est en train de mettre en place, d'essayer de faire naître un écosystème autour du commun de gens qui vendent des services sur le commun.
Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a un réseau de développeurs qui s'appelle HappyDev qui est en train de vendre une prestation à une coopérative alimentaire de mise en place de leur site web en intégrant des fonctionnalités d'Open Food. Donc, quand ces prestataires vendent des prestations où ils utilisent le commun, ils font de l'argent grâce au commun, donc ils doivent contribuer au commun. Donc, on est en train de mettre en place un modèle d'apport d'affaires, en fait, un peu, où tous ceux qui créent de la valeur autour du commun pour eux-mêmes doivent remettre un peu au pot. Donc pour l'instant, on est aussi sur des modèles de contribution libre, mais tout ça nous permet de concevoir un modèle de pricing qu'on mettra en place dans la transformation en cycle, d'une façon collégiale, etc. Ok, merci Myriam donc, pour ta dernière intervention qui était très claire, bravo. Bastien, peut-être sur le covoiturage libre, comment vous fonctionnez, vous, du coup Alors nous, pour l'instant... Alors, excuse-moi Bastien, juste avant que tu interviennes, parce que j'ai une réaction du public sur mon téléphone qui dit pas d'investissement public sur les infrastructures numériques, avez-vous vraiment conscience de ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire? C'est vrai qu'il y a des investissements publics lourds, en tout cas sur le territoire régional, pour justement que tout le monde puisse coopérer. Alors bon, il y a quand même, enfin moi j'ai plus les montants en tête, mais enfin c'est des montants gigantesques. Donc faut pas non plus mettre ça de côté, puisque de toute façon tout ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas ce travail des pouvoirs publics et donc de nos impôts sur ça. Voilà. 1 milliard d'euros région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, je savais que très bien, voilà, c'est ça. Ok. Excuse-moi Bastien. Non, pas de problème. Je pense qu'il faut bien distinguer deux questions en fait. La question du financement de l'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a les fonds qui nous permettent de développer les plateformes coopératives qu'on opère. Ça c'est la question du financement. Et il y a la question après du modèle économique en tant que tel, c'est-à-dire comment est-ce que notre action est équilibrée dans le temps. Alors, d'abord sur la question du financement, pour commencer par celle-ci, nous, on a calculé que pour atteindre le seuil de liquidité qu'on recherche, on a besoin d'un amorçage de 2 millions d'euros. C'est à la fois beaucoup d'argent, à la fois pas beaucoup d'argent. Je rappelle que Blablacar a levé sur sa dernière levée de fonds 175 millions d'euros. Donc nous, on doit quand même réussir à se positionner à un moment par rapport à ça. Ça, c'est la première question, c'est comment est-ce qu'on reste sur un modèle fortement coopératif en ayant des besoins d'investissement de ce calibre-là. Et je pense que là, la réponse sous un format coopératif, alors la SIC est adaptée, mais il y a d'autres formats coopératifs adaptés, c'est une bonne réponse parce qu'elle permet d'avoir des capitaux propres et de rester finalement maître de son destin financier. Et c'est important pour les plateformes comme nous. Deuxième question, c'est quel est le modèle économique de long terme? Et là, sur covoiturage libre, le modèle qu'on tendrait à défendre, c'est celui de la contribution libre, c'est-à-dire d'un don pour chaque personne qui fait un covoiturage, puisque aujourd'hui, la société ne prélève aucune commission sur tous les covoiturages qui sont faits sur la plateforme. Donc ce serait de proposer que les utilisateurs donnent par exemple 1 euro à chaque fois qu'ils font un covoiturage, un peu sur un modèle proche de celui de Wikipédia, mais vous voyez que pour arriver à un équilibre économique, on est obligé d'être du coup sur des volumes de transactions qui sont extrêmement importants, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette mise de départ, de cet investissement initial. Et c'est là qu'effectivement, je rejoins le fait qu'aujourd'hui, l'État pourrait investir beaucoup plus massivement dans ce qui me semble être les services d'intérêt généraux de demain. Un jour, l'État a réussi à faire la SNCF. Bah ouais, il y a eu un jour, il y a eu des gars qui avaient quand même suffisamment d'énergie et de vision pour se dire, ok, on va faire un truc, ça s'appelle la SNCF. Pourquoi est-ce qu'ils ne réfléchissent pas dans ce sens-là? Je suis fan de la SNCF, c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas dans ce sens-là à la question du covoiturage? On vient de lâcher 4,5 milliards sur l'impôt sur la grande fortune. Finalement, on n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Et si on injectait de l'argent, un peu massivement d'argent public dans ces plateformes, on pourrait faire des trucs extraordinaires. Ouais. Merci. D'ailleurs, sur cette question de la SNCF, ce qui est marrant, c'est que la SNCF a lancé sa plateforme de covoiturage, mais sous format propriétaire, et du coup, elle s'est coupée de la contribution des citoyens. Et c'est un peu ce qui est différent par rapport, à mon avis, au modèle d'avant, c'est que la route aujourd'hui, elle est construite aussi par les citoyens. C'est-à-dire qu'on a tous envie de contribuer, et d'ailleurs, on n'arrive plus vraiment à construire des modèles en logique où c'est une autre institution de l'État qui construit la route, ça ne marche plus vraiment. Imaginons Wikipédia construit par l'État, ça aurait été essayer de trouver des gens pour écrire sur l'article au moment précis, voir quel est leur statut, voir leurs compétences avant, les embaucher pour qu'ils puissent écrire. Ça aurait coûté des milliards et des milliards, et c'est bien la logique contributive qui a permis de faire fonctionner un projet de ce type.
Là, vous retrouvez le tableau en fait, qui raconte les 6 points par rapport aux 6 plateformes. Ça, c'est une sorte d'analyse qu'on fait sur de plus en plus de ressources partagées pour, voilà, en gros, essayer de balayer les modes de fonctionnement de ces communs-là. Il y aurait encore à approfondir. Vous le retrouvez donc sur le pad, ce tableau-là. Il y a à chaque fois des petits commentaires qui permettent de retrouver les liens vers les différentes ressources, typiquement le budget qui est partagé par Open Food, voilà, des ressources de ce type-là.